Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, merci beaucoup Diane de m'avoir invitée aujourd'hui pour cette journée qui véritablement s'annonce passionnante. Malheureusement, je ne pourrais pas rester jusqu'au bout et je vous prierai de bien vouloir m'en excuser. Juste pour clarifier, je ne suis pas une spécialiste de la poésie en Mapudungun parce que ce que j'ai étudié dans ma thèse, c'était plutôt la construction et les représentations identitaires dans la poésie des femmes mapuche. Et donc, le côté linguistique, j'ai travaillé la langue sur une sous-partie de mes 4 chapitres. Donc c'est vraiment quand même une partie relativement restreinte de mon travail. Donc je vais vous présenter les résultats de cette recherche, en tout cas le cas de l'autotraduction, du collage ethnolinguistique et de l'anti-autotraduction, qui sont donc des réalités linguistiques de la poésie des femmes mapuche actuellement. Du coup, la poésie mapuche est ce que l'on peut nommer une littérature identitaire, autrement dit une littérature qui s'articule autour de la revendication, la construction, la récupération, la revitalisation de l'identité mapuche, surnommée la mapuchité. Mais quels sont les critères composant l'identité mapuche? Qu'est-ce que c'est qu'être mapuche? Selon ce qu'on appelle, selon ce qu'appelle Pedro Cayuqueo ironiquement le mapuchomètre, c'est-à-dire la petite machine qui mesure le degré de mapuchité, pour être mapuche, il est indispensable de pratiquer la langue ancestrale, à savoir le mapudungun ou le mapudungun. La langue désigne donc le critère indispensable à la reconnaissance et auto-reconnaissance identitaire du sujet mapuche, autant depuis une perspective chilienne, argentine que mapuche elle-même. Au début du XXe siècle, après la pacification de l'Araucanie et la conquête du désert, respectivement au Chili et en Argentine, les gouvernements chiliens et argentins ont tenté d'effacer la pluriculturalité de leur pays, afin de créer un État unitaire basé sur une identité forte, homogène et unique. La politique de la honte, expression de Liliana Ancalao, une poète mapuche, transmise par les écoles et l'Église, a eu un impact tel sur le peuple mapuche qu'une grande partie a décidé de mettre un terme à la transmission des coutumes, on en a parlé précédemment, de la langue et de la culture, pour épargner leurs enfants et les tenir loin et les tenir éloignés de la discrimination qu'ils ont eux-mêmes subie. Une réaction en chaîne s'est alors mise en place et s'est étendue à des générations entières. L'inhibition ou l'autonégation identitaire a eu pour conséquence que, peu à peu, l'usage intrafamilial de la langue a disparu au cours du temps. En nous basant sur le dernier recensement chilien de 2017 et sur les études du linguiste Fernando Zúñiga de la même année, nous estimons qu'aujourd'hui, plus de 172 677 Mapuche parleraient et comprendraient le Mapudungun, 198 907 le comprendraient uniquement et 1 814 208 individus Mapuche ne le pratiqueraient pas du tout. Ces résultats indiquent donc que la grande majorité des Mapuche est uniquement hispanophone. Cependant, précisons que la situation linguistique du Mapudungun au Chili connaît une progression significative depuis près de 40 ans. Comme nous le savons, malgré le fait de ne pas posséder d'écriture au sens où nous l'entendons en Occident, la plupart des peuples natifs d'Abya Yala a sa propre littérature véhiculée oralement dans sa langue originaire. D'une part, dans la culture mapuche, l'expression littéraire orale détient une importance majeure. L'anthropologue Jesus Antona Busto affirme que dans la cosmovision mapuche, la langue ancestrale est dépositaire d'une réalité unique. C'est pourquoi elle se trouve intrinsèquement liée à l'identité mapuche, puisqu'elle incarne le vecteur indispensable à la transmission de la loi ancestrale nommée Athmapu. D'autre part, la langue ne permet pas seulement l'affirmation de l'appartenance identitaire à un groupe donné, elle marque également une distanciation des autres, c'est-à-dire dans ce cas précis, une différence entre mapuche, chilien et argentin. Dans le cadre de cette journée, donc, on étudiera le registre double, auto-traduit par Maria Isabella Ramillapan, et le collage ethnolinguistique à travers l'anti-autotraduction de Adriana Paredes Pinda. En l'an 2000, le célèbre chercheur chilien Iván Carrasco déclarait que les Mapuche écrivaient évidemment en mapudungun. Or, si nous nous appuyons sur les chiffres qui composent notre corpus de thèse allant jusqu'en 2022, nous nous rendons compte qu'aucun recueil publié par des femmes mapuche est exclusivement rédigé en mapudungun. Les raisons sont assez évidentes. D'une part, sur un total de 56 autrices qui composaient mon corpus, seulement 5 ont pour langue maternelle
le castillan et le mapudungun, donc une grande minorité. Pourtant, ces résultats correspondent à la situation de déculturation linguistique identifiée précédemment. D'autre part, depuis un point de vue économique et éditorial, publier exclusivement en mapudungun pourrait constituer un obstacle à la réception de l'œuvre. Qui pourrait lire le mapudungun si la majorité du lectorat mapuche chilien et argentin est uniquement hispanophone? Force est de constater que la poésie mapuche n'apparaît presque jamais uniquement en mapudungun. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'existe pas de littérature mapudungun présente dans les recueils. À la fin du XIXe et début du XXe siècle, la littérature orale mapuche apparaît à l'écrit, divisée typographiquement en 2 colonnes. La première en mapudungun, correspondant à l'énoncé original, et le deuxième en castillan. En effet, les chercheurs étrangers ou chiliens, comme Fray Félix Augusta, Ricardo Lacham ou Tomás Guevara, ont recueilli la tradition orale mapuche et de cette façon ont offert les premières traductions du mapudungun au castillan. Ce n'est que dans les années 60-70 que le mapudungun a commencé à se démocratiser sous la plume des propres mapuches. Effectivement, le poète Sébastien Queupul, considéré comme le précurseur de la poésie mapuche bilingue, a publié en 1963 le premier poème bilingue en 2 colonnes, Dimumamul El Arado de Palo, dans la revue En Viaje. Selon Iván Carrasco, cette première stratégie interlinguistique est une conséquence directe du caractère ethnoculturel de la littérature mapuche qu'il définit comme suit. La literatura etnocultural puede definirse como un tipo artístico textual y bilingüe o polilingüe fundada en la experiencia de la interacción de grupos étnicos portadores de culturas, tradiciones artísticas, lingüísticas textuales diferenciadas que confluyen en el marco de una sociedad global donde comparten formas de vida, espacios, acontecimientos y experiencias. Concrètement, cette diglossie s'exprime dans la poésie mapuche à travers ce que Carrasco nomme la codification double ou plurielle. Elle est constituée de 2 stratégies discursives, le registre double ou pluriel, correspondant à une version bilingue du poème, et le collage ethnolinguistique, c'est-à-dire, je cite, une juxtaposition de séries d'énoncés en langues différentes qui correspondent à des cultures distinctes depuis un point de vue ethnique, propres aux sociétés en interaction. Ce sont les 2 procédés linguistiques les plus communs dans la poésie des femmes mapuche. Sur un total de 1478 poèmes composant mon corpus, 492 ont publié au moins une fois en registre double, soit 33%, et 413 se servent uniquement du collage ethnolinguistique, soit 28%. Malgré ce que l'on pourrait penser, la deuxième version mapudungun du poème n'est pas systématiquement le produit d'une autotraduction. De fait, sur le total de recueils bilingues, complètement ou partiellement, 8 sur 11 sont traduits par les poètes elles-mêmes. Cependant, cela ne signifie pas non plus que les 8 autrices en question soient bilingues de naissance. Seulement la moitié des autrices est bilingue depuis la naissance, María Isabel Lara Millapan, Feu et Eufemiano Kepconiopan, María Teresa Pancillo, María Wenir Antiwala, soit 4 sur 56 autrices. Comme le déclare Rodrigo Rojas, dans la mesure où les langues ne représentent pas la même réalité sociale, la poésie auto-traduite ne consiste pas simplement en un aller-retour entre la première et la seconde langue, je cite, mais aussi dans la matérialité même de leur corps et subjectivité, entre les espaces communautaires de la campagne et de la ville de province, et dans le passage par des genres discursifs, oraux et écrits. Selon la docteure argentine Melissa Stocco, ces points de contact ont lieu dans une zone à la frontière, semblable au tiers-espace de Baba-Omi. Ces interstices lèvent les barrières qui séparent l'héritage des 2 sociétés en contact et, je cite, « calibrent un mot poétique mobile entre culture et langue ». Cet espace bilingue de confluence culturelle est le décor d'un processus de création poétique, unique, décrit de la manière suivante par un kalao. Les mots se polissent entre eux comme des pierres. Autrement dit, le passage du castillan mapudungun et du mapudungun au castillan suppose l'émergence de nouvelles formes, de nouvelles images, de nouveaux messages dans les textes. Prenons pour exemple le poème de María Isabel Lara Millapan, En Mapudungun. Je me suis amusée à faire des trucs, mais... Voilà, c'est bien. Le poème ouvre le recueil Ale Luz de la Luna. Compte tenu de sa forme, le poème fixe la structure de l'œuvre bilingue, entière, composée premièrement par la version mapudungun, ensuite par la version en castillan.
L'ordre est significatif puisque le premier texte auquel se trouvent confrontés les lecteurs hispanophones n'est pas écrit dans leur langue maternelle. De fait, Miyapan revalorise le Mapudungun, laissé en marche tout au long des siècles passés, en lui offrant un lieu privilégié dans un livre. De cette façon, Miyapan subvertit un objet symbolique de la culture hégémonique occidentale et inverse les formes de pouvoir de la société pluriculturelle qu'est le Chili. Je n'ai malheureusement pas le temps d'analyser le poème en détail, mais ce qu'on peut en retenir, c'est que d'un point de vue du message poétique, une des valeurs transmises par le poème est le sentiment de collectivité et d'interdépendance, marqué par le sujet pluriel des verbes de la version Mapudungun, Uiteifuin, nombraríamos, alors que dans la version en castillan, il est remplacé par une première personne du singulier. Donc d'un côté, nous avons une première personne du pluriel et de l'autre, une première personne du singulier. Effectivement, le jeu poétique espagnol est une voix individuelle. Puedo nombrar, puedo llamar. Le docteur espagnol Javier Aguirre Ortiz pense que ce changement de personne dans la version Mapudungun est le résultat de la volonté pédagogique de la poète. Je précise, il s'agit d'un texte tiré d'un recueil exclusivement transmis et distribué dans les écoles et utilisé dans des cours de Mapudungun que Maria Isabel Lara Miyapan donne. Donc le texte prend donc une dimension didactique significative. Dans cette mesure, le registre double participe à la conscientisation de la population mapuche en soif de récupération identitaire. En offrant un lieu privilégié au Mapudungun, la poète rappelle qu'il s'agit d'un vecteur indispensable à la communication orale pour permettre de relier l'individu à sa communauté. En revanche, le jeu poétique espagnol singulier pourrait être interprété comme une façon de faire allusion à la culture occidentale centrée sur les besoins et préoccupations de l'individu par-delà de ceux de la communauté et de la collectivité. De plus, le choix du sujet unique pourrait également être un moyen d'adopter les usages de la poésie lyrique occidentale, caractérisée par l'omniprésence de la voix poétique et de la première personne du singulier. Grâce à l'autotraduction, la poète traductrice Maria Isabel Lara Miyapan se présente devant son lectorat comme la gardienne ou la transmettrice d'un savoir linguistique et culturel qui a perdu de son dynamisme. Elle considère en effet no se trata de traducir en lengua otra, sino de construir un conocimiento que se genera en la lengua de origen. Si nous nous basons sur les théories de Benedict Anderson, en convertissant une langue majoritairement orale en une langue d'impression, Miyapan, en plus de donner une fixité inédite au Mapudungun, contribue à forger une image de l'ancienneté de la langue, si capitale pour l'idée subjective de nation mapuche. Passons à la deuxième partie du coup. Passons à présent donc au collage ethnolinguistique. Même s'il ne représente que 28% des poèmes de notre corpus, le collage ethnolinguistique est une stratégie interlinguistique très répandue chez les autrices. Soit 46 autrices sur 56 utilisent le collage ethnolinguistique. Carrasco interprète cette technique comme une façon d'accepter sa condition interculturelle et ou métisse des poèmes, à la différence des générations antérieures qui maintiennent l'utopie d'une culture incontaminée et d'une société mapuche autonome. J'ai cité donc Iván Carrasco. À l'intérieur du collage ethnolinguistique apparaissent des variantes qui se caractérisent par des traitements typographiques différents. L'usage de l'italique, des capitales, du gras ou alors des caractères romains pour représenter donc le Mapudungun. Les codes typographiques représentent des outils qui, selon Jacques Anny, facilitent l'encodage et le décodage de l'information en tant qu'indicateur de la structure des énoncés et de leur statut énonciatif. Henri Fournier déclare dans son traité de la typographie de 1870 que les auteurs se servent des italiques pour donner à certains mots une importance particulière et les recommander à l'attention spéciale des lecteurs. De plus, il signale qu'une de ces valeurs consiste à indiquer des mots dans une autre langue. L'italique considère donc est normalement utilisé donc pour indiquer une autre langue également. Se servir de l'italique dans un poème mapuche, étant poète mapuche, permet de mettre en relief le Mapudungun, mais ça reste un usage paradoxal. L'italique marque l'autreté, pensée depuis un référent linguistique donné, ici le castillan. De fait, le poème de Winao, que l'on peut voir là-haut, conserve le castillan comme un point de référence et maintient à la périphérie le Mapudungun. La hiérarchie métapoétique traditionnelle et déséquilibrée entre les deux langues reste intacte. De la même façon que les italiques, les lettres capitales soulignent l'étrangèreté du mot, à la différence que, dans la pratique de Maria Teresa Panchillo, qu'on peut voir ici en bas,
nous pouvons interpréter cet usage comme une volonté transgressive. Graphiquement, les lettres capitales dominent les caractères romains qui correspondent au castillan. Un dialogue assez conflictuel se crée entre les deux typographies, qui se traduit comme des cris typographiques marqués par les capitales. Cette fois-ci, la hiérarchie entre langue dominée et langue dominante, physiquement, graphiquement, s'inverse. Le gras, là-haut, le gras indique la différence entre les langues. Dans la poésie de Lucila et Yapi, cette typographie prend un autre sens. Compte tenu du genre du poème inspiré des contes mapuche mettant en scène des animaux, nommés les épéus, ainsi que le glossaire qui est associé, la police grasse apporte une fonction didactique que ne transmettaient pas les autres formes linguistiques précédentes. Typographiques, autant pour moi. Enfin, en comparaison avec les autres formes typographiques, étudiées ci-dessus, les caractères romains effacent les relations de pouvoir de domination entre les langues. Ils rétablissent un certain type d'égalité, uniformisant le type de lettres. Ainsi, ils homogénéisent et déconstruisent les relations verticales entre Mapudungun et castillan, ici en bas. En dépit du fait de générer un dynamisme des sens et des sons de la même façon, le collage ethnolinguistique élargit énormément les potentielles significations des textes poétiques. Ainsi, le lecteur doit se montrer actif, curieux, autrement dit responsable lui-même de son accès à la compréhension du texte, en cherchant lui-même donc les mots en Mapudungun qu'il ignore. Effectivement, 11% des autrices expliquent ou traduisent le sens des mots en Mapudungun, incrustés dans le poème en castillan. 3 options apparaissent. La note du traducteur, à 60%, la note explicative, à 30%, et l'usage de parenthèses, à 10%. Même si elle est plus fréquente que la pause, la note de bas de page se trouve aussi dans la poésie. Alors que l'œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète qui cède l'initiative aux mots, la note révèle brutalement la présence de l'auteur et oblige le lecteur à sortir du poème pour accéder à la compréhension du mot inconnu. 2 stratégies discursives s'opèrent alors. L'invisibilisation de la poète à l'intérieur de la diégèse et son exhibition dans l'exégèse. Selon Pascal Sardon, la fonction de la note de bas de page est essentiellement propédeutique, c'est-à-dire que son but est d'enseigner des connaissances spécifiques au lecteur. Elle déclare à ce sujet « De la propédeutique à la pédagogie, il n'y a qu'un pas, et il semblerait que la légitimité qui confère à la note du traducteur sa fonction exégétique soit à rapporter à la fonction pédagogique que la traduction a toujours remplie à travers les âges. » L'éclaircissement sémantique des termes en Mapudungun implique l'inversion de la tendance linguistique du XXe siècle, à savoir la déculturation et l'acculturation du peuple mapuche au profit du castillan. Là, on va se centrer sur la poétique de Adriana Paredes Pinda directement. L'autotraduction n'est pas systématiquement le signe d'un apprentissage oral et intracommunautaire du Mapudungun. Il peut être le résultat d'études postérieures et d'une volonté de récupération identitaire et linguistique tardive, comme c'est le cas de Liliana Ancalao, donc une poète mapuche argentine, et d'Adriana Paredes Pinda, poète mapuche chilienne, et Machi. Machi étant une chamane mapuche. Melissa Stocco appelle cette situation linguistique particulière le bilinguisme post-interdit. Elle le définit de la façon suivante. La adquisición de competencias lingüísticas en Mapudungun como resultado de movimiento de aprendizaje en la adultez, después de que la sociedad hegemónica y el Estado implementaron la interdicción de su adquisición temprana y tras un proceso personal de reivindicación identitaria. Les poètes concernés par le bilinguisme post-interdit se sentent très généralement divisés à l'intérieur de leur identité. Pour cette raison, certaines autrices, comme Adriana Paredes Pinda, grâce à l'écriture, rencontrent du sentiment de déchirement des stratégies discursives choisies pour régler ce conflit interne. Je cite. Cuando ya me fui dando cuenta y problematizando la escritura como oficio, lo viví de forma trágica. Yo sentía que la escritura alfabética occidental me había hechizado, me había poseído, me había tomado. Mi reacción era de mucho odio y pasión con la escritura, pero no podía dejar de escribir, pero odiaba la escritura, porque sentía que era occidental y que me había tomado, se había adueñado de mi alma. Yo hice el proceso inverso, me adueñé y me apoderé de la escritura, mi newen, ma force. Mi newen mapuche hizo eso, mi espíritu mapuche hizo eso. Yo ya no soy la poseída por la escritura, creo que la escritura ahora está siendo poseída por mi newen. La stratégie de Pinda repose donc sur une réappropriation de l'écriture par l'oralité, et plus concrètement par la pratique du collage ethnolinguistique.
Son recueil, Pariasungun, signifiant littéralement la langue de la paria, exploite les brèches identitaires d'une identité borderland, scindée en deux, une partie champuria, signifiant en Mapudungun sang impur Winca, donc sang impur blanc, sang impur du colon, et une partie mapuche en étroite relation avec son statut d'autorité religieuse de Machi. À la différence de Maria Isabel Laramie Yapan, Pinda ne traduit pas ses textes. Elle ne les explique pas non plus. Elle laisse plutôt à l'intérieur des poèmes des mots ou des vers Mapudungun. Cette tendance a été nommée par Melissa Stocco l'anti-autotraduction, c'est-à-dire une pratique chichi aux nuances de gris, pour reprendre l'expression aymara de Rivera Cusicanqui, c'est-à-dire une pratique consciente de ses tâches indiennes et castillanes. Elle renvoie à une syntaxe inscrite dans le langage propre et dans l'expérience de la contradiction vécue. Par conséquent, une petite partie de ses œuvres n'est pas accessible au lectorat hispanophone. Pinda se sert de ce qu'Édouard Glissant nomme le droit à l'opacité, pour construire son propre univers poétique. Cette stratégie naît de la volonté de révéler un problème qui n'a jamais été traité auparavant et serait resté abstrait sans cela. Glissant explique que l'opacité, la résistance de l'autre est fondamentale pour sa connaissance, et que c'est seulement dans l'opacité, le particulier, que l'autre se trouve connaissable. Je me suis amusée à faire des trucs aussi là. Voilà. Même si le castillan est majoritaire, le Mapudungun scande régulièrement l'œuvre. Si nous regardons les deux poèmes inauguraux de Pariasungun, nous observons les 3 stratégies employées par Pinda pour élaborer sa langue hybride. Le premier mot Mapudungun qui apparaît est wekufe. En se confrontant dans les 3 premiers vers du poème à un mot étranger, non traduit à l'espagnol, le lecteur hispanophone peut se trouver quelque peu confus. Cependant, ce mot hermétique ajoute sans doute une touche d'exotisme pour le lecteur qui souhaiterait révéler le mystère de son signifiant et participer ainsi à la vision traditionnelle qu'il se fait de l'ethnopoésie. Wekufe se rapporte à un esprit malin, agressif dans la mythologie mapuche. De ce fait, elle fait référence à une réalité exclusivement autochtone. C'est pourquoi il est évident qu'elle ne peut pas être traduite. En effet, comme le déclare le traducteur Jean-Pierre Richard, si la traduction fait perdre à l'objet son identité, il ne l'aura pas traduit, il l'aura détruit. Le second mot, newen, ne fait pas référence à un élément culturel intraduisible. Il signifie ici le souffle. Sans qu'il ne soit explicitement lié par un numéro ou un astérix, newen est la traduction, la récupération, la resignification du mot qu'il précède. Le castillan semble s'évanouir et être mis en déroute par l'émergence donc de la langue native. Enfin, dans le second poème de Pariasungun, ce ne sont plus des mots non référencés qui surgissent dans le poème, mais des vers entiers en Mapudungun, Aliwen Nisungun Peuma, qui signifie littéralement « je rêve dans la langue de l'arbre ». La poète aurait pu écrire ce vers en castillan, mais le Mapudungun prend un sens plus évident dans la mesure où il fait allusion à une caractéristique du monde mapuche, le rêve, le Peuma, et que la langue de l'arbre renvoie bien évidemment au Mapudungun. La voix poétique, alter ego de la poète Pinda, en état de transe à travers le rêve, réussit à récupérer ses origines linguistiques, la langue arbre. À travers la forme entrecoupée du poème, nous pouvons sentir la rupture entre son âme mapuche et son corps physique de champurria, de sujet métis et majoritairement hispanophone. Le surgissement du Mapudungun, incontrôlable et autonome, étant hérité de la tradition orale mapuche, griffe et ouvre le poème en castillan depuis l'intérieur pour créer un phénomène d'anamnèse, une sorte de retour à la mémoire du passé, vécu, oublié ou refoulé. Adriana Paredes Pinda ne se sert pas du Mapudungun, mais lui semble se servir d'elle, de sa plume, de ses rêves, pour transmettre les pensées de ses ancêtres femmes, une tradition et une mémoire orale qui peu à peu disparaissent. La poète se retrouve donc déchirée entre 2 mondes opposés, qui jugent son impureté, ou plutôt son hybridité. Les nœuds que forment les langues dans ces textes suturent les plaies de l'identité de la poète qui finissent par cicatriser. L'intérêt de ces poèmes, et a fortiori du recueil, repose davantage sur une volonté cathartique et thérapeutique de reproduire et résoudre le conflit interne de la poète, matérialisé par la polyphonie des voix qui déchirent le sujet poétique, que sur son désir de renverser le 4e mur de la poésie lyrique, qui initierait consciemment le lectorat hispanophone à la culture mapuche, comme le désirait Miyapan. En somme, pour reprendre les notions de la chercheure
bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui, Adriana Paredes Pinda crée une langue hybride, à la fois vecteur et métonymie d'une identité Trafkura ou Trafankura, c'est-à-dire irréparable, comme une pierre fendue, pour reconnaître l'existence d'une fissure coloniale qui habite en toutes et en tous et en chacun et chacune des Mapuche Champuria. Pour conclure cette intervention, il est important de rappeler que la poésie mapuche ne répond pas systématiquement aux stéréotypes entourant les littératures autochtones d'Abya Yala en tant que miroir d'un état incontaminé de la culture. Au contraire, il est extrêmement significatif que seule une minorité de recueils soit bilingue et auto-traduit, alors qu'une grande majorité est écrite complètement ou partiellement en castillan. Même si la traduction en mapudungun est bien évidemment porteuse d'un fort message politique et identitaire de revitalisation linguistique, elle est considérée par certains comme un salut au drapeau, pour reprendre l'expression du célèbre poète mapuche Elikura Chihuaylaf. Ce salut, plus que nécessaire et essentiel dans sa symbolique, je le répète, ne provoque malheureusement qu'un faible impact linguistique intracommunautaire. Bien qu'il puisse éveiller les mentalités, sa lecture et compréhension totale restent difficiles pour la plupart des Mapuches, soit en raison de l'analphabétisme qui touche beaucoup les Mapuches, soit en raison d'un faible accès aux littératures écrites, pour des raisons économiques et ou géographiques, soit en raison de la déculturation linguistique. La poésie monolingue en castillan, quant à elle, reflète la triste réalité de la majorité des Mapuches, actuellement, et son existence est aussi nécessaire que la poésie en registre double, c'est du moins ce que je pense. Elle représente le témoin de l'histoire, celui qui dénonce, par sa simple existence dans le monolinguisme, la politique d'assimilation violente des États mise en place dans le siècle passé. Qui plus est, la poésie monolingue revendique une identité mapuche depuis la transculturation, depuis un tiers espace aux multiples nuances de gris, qui, malgré tout, tend de plus en plus vers une revitalisation linguistique, se manifestant dans les poèmes à travers le collage ethnolinguistique. À ce propos, nous terminerons cette intervention par les citations d'une poète mapuche, Maribel Mora Curiao. Elle dit ceci: No escribo ni hablo en mapudungun por rebeldía, porque me interesa dejar constancia de la situación real de cientos de miles de mapuche que no conocen nada de su lengua. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexia. On va prendre les questions. Je peux passer le micro. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur la présentation? Merci pour la présentation. Mon nom c'est Jaime Quispe, je suis d'origine bolivienne. Tout d'abord, c'est vrai que ces sortes de réflexions, on a beaucoup entendu en Bolivie, parce que par exemple, moi je parle l'aymara, c'est ma langue maternelle. Mais dès que je parlais l'espagnol, on me disait déjà métisse. Et après, j'ai commencé à parler français et anglais. Et maintenant, je ne sais pas comment ils vont me classer. Voilà. C'est vrai que sous prétexte qu'on parle déjà d'autres langues, on nous classe facilement. Je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Deuxièmement, concernant la définition des Mapuche, je pense qu'il faut définir quand même, parce que souvent dans les pays, là où il y a encore une politique colonialiste, il faut définir conformément, il y a une Bible pour les populations autochtones, c'est comment on appelle ça, le Bureau international du travail, la Convention 169. Donc là, il y a effectivement, comment peut-on définir un peuple. Et ensuite, il y a eu la déclaration aussi. Donc la déclaration, et en Bolivie, à ce sujet-là, on est très très en avance. On définit une nation aymara, une nation française, parce qu'ils ont un territoire, ils ont une langue, ils ont des coutumes. Donc je pense qu'il faut commencer à définir conformément au droit international, tout simplement. Voilà, merci. Je vous rejoins tout à fait.
Quand j'ai employé le terme métis, justement, j'ai pas eu le temps de l'aborder, mais c'est généralement un terme que j'essaye d'employer peu, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur ce que c'est qu'être métis. En général, il y a une des poètes mapuche, Roxamira Rupailaf, qui disait justement qu'elle ne voulait pas se dire métis parce que ça supposait l'application du blanc sur une autre couleur, entre guillemets, et qu'elle refusait ce terme parce que, encore une fois, ça montrait l'ascendant du blanc sur une autre culture. Mais le terme champuria est un terme discriminant au sein même des populations mapuche. Et donc, au sein même de la population mapuche, eux vont dire que ces gens-là sont des métis, sont des sangs impurs, ne parlent pas, et sont pas mapuche parce que justement, ils n'ont ni le territoire, ni la langue. Et en fait, ce que j'ai essayé de montrer dans cette intervention et dans ma thèse, c'est qu'être mapuche, ce n'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas que avoir le territoire ou avoir la langue. Au contraire, toutes les victimes justement de la transculturation et de la dépossession de leurs terres sont aussi des mapuche au même titre que ceux qui luttent tous les jours pour conserver leurs terres ou alors pour récupérer leurs terres. Donc oui, je vous rejoins tout à fait. Je n'ai pas parlé juste de ce que vous disiez de la définition des mapuche, je suis rentrée directement sur le côté linguistique, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Bonjour. Bonjour. Je sais qu'il sera question d'édition cet après-midi, mais juste, est-ce que vous savez si c'est cette poésie bilingue, autotraduite, féminine, comment elle circule alors vous l'avez dit pour le cas d'une auteure qui, j'imagine, elle-même distribue ses œuvres. Est-ce qu'elles sont soutenues par l'édition et la distribution dans les pays respectifs? Alors, ça dépend des œuvres. Il peut y avoir des œuvres qui ont uniquement 500 exemplaires, et effectivement, ce sont des œuvres qui vont être partiellement ou complètement financées par des institutions, du gouvernement, pardon, ou alors complètement autofinancées. Ça dépend vraiment. Ça peut être de la main à la main, effectivement. Ou sinon, ça peut être dans des librairies, mais ça dépend aussi leur notoriété. C'est-à-dire que les plus connues sont généralement pas celles qui sont bilingues. C'est généralement celles qui ont vécu à Santiago, qui ont fait des hautes études, qui sont professeurs à Santiago, etc. Donc ce sont les plus connues, mais entre guillemets les moins représentatives d'une identité haute sur le mapuchomètre, si on peut dire ça. Donc, mais c'est très intéressant et elle montre une anti-mapuche tout à fait légitime aussi. Donc voilà, pour répondre à votre question, ça dépend vraiment des autrices. Je vous dis, certaines vont être financées par les institutions. On peut se poser la question de, du coup, quel type de mapuche elles vont produire si elles sont financées par les institutions. Et généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que on est sur une poésie dite traditionnelle, ethno-culturelle, lorsqu'on est financé par le gouvernement chilien ou argentin. Et le gouvernement argentin, par exemple, a créé un recueil de poésie mapuche des hommes et des femmes. Et on a traduit automatiquement au Mapudungun les poèmes. Et donc ça aussi, c'est une posture qui a été prise par le gouvernement argentin, que je trouve très symbolique et très, très bonne, mais du coup qui est assez paradoxale avec la politique argentine avec le traitement pour les Mapuche, mais bon, voilà. Je suis très étonnée qu'on dise de quelqu'un qui connaît 2 langues qu'il est métisse, parce que ici, on trouve admirable de parler 2 langues, 3 langues, les bilingues, les trilingues, et si vous voulez, l'idée que quelqu'un est métisse parce qu'il connaît plusieurs langues, c'est tout à fait étranger à notre façon de voir. Et d'ailleurs, les Américains qui aiment bien faire des statistiques disent que les bilingues ont plus de chances de vivre longtemps que les unilingues. Voilà. Bref, ça c'est bon. Je n'ai pas voulu mélanger métis et bilingue en fait. Ce que je voulais montrer, c'est que généralement ce bilinguisme est lié au métissage dans la mesure où leur grand-mère va être mapuche, mais ils sont nés au sein d'un foyer qui est uniquement hispanophone. Donc en ce sens, c'est juste relié, mais je n'assimile pas du tout les deux. Non, mais ça traduit quand même des relations sociales extrêmement violentes, parce que ça n'a strictement rien à voir avec le statut d'un bilingue ici. Enfin,
voilà, on n'en parle pas de la même façon. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais. Je me permets juste une incursion pour les personnes qui resteraient jusqu'à l'intervention de Carlos Atl, qui est poète bilingue nahuatl-espagnol. Lui-même, pour le coup, se définit comme poète nahua-métis. Donc vous pourrez, je sais qu'il en parle dans son intervention, mais vous pourrez aussi lui poser des questions éventuellement sur cette autodéfinition et sur comment il le reçoit, cette étiquette que lui s'est mise ou que la société lui a mise. Merci pour l'intervention. Et juste une petite, je vais rebondir sur la remarque de Madame. En France, dans l'éducation nationale, on a parfois tendance à désigner des enfants qui parleraient anglais et français ou allemand, enfin, comme bilingues, alors qu'on parlerait d'enfants allophones pour des gens qui sont bilingues, mais sans qu'on emploie le terme avec d'autres langues, en fait. C'est un phénomène qu'on observe beaucoup. Allophone. Oui, voilà, on va parler d'enfants allophones dans la terminologie de l'éducation nationale pour le premier cycle, notamment pour des petits bambins qui, en 3 mois, de toute façon, seront parfaitement bilingues, de toute façon. Donc voilà, donc ce terme de bilinguisme, effectivement, il peut être connoté. Enfin, bon. Mais c'était juste une remarque en passant. Je voulais vous poser une question sur les effets de genre, justement, sur ce recours ou non à l'autotraduction ou à l'anti-autotraduction. Enfin, donc, vous avez parlé beaucoup de poétesses, ou de femmes poètes. Qu'en est-il des hommes? Est-ce qu'il y a une différence, finalement, dans ces stratégies Non. Chez les hommes, on va avoir aussi de l'autotraduction, de la traduction par un tiers, également du collage ethnolinguistique non traduit. Ce sont des recours linguistiques qui sont généralisés. Je n'ai pas autant étudié la poésie des hommes, donc peut-être que certains spécialistes de poésie mapuche chez les hommes me contrediraient, mais je dirais que non, il n'y a pas fondamentalement de différence à ce niveau-là. Néanmoins, j'ai l'impression, malheureusement, que la poésie des hommes mapuche a tendance à se montrer plus avant-gardiste, plus rapidement que certaines femmes mapuche, parce que je pense que c'est lié au rôle qu'on donne aux femmes mapuche de gardiennes des savoirs, transmission de la langue. La génération milléniale me contredirait à ce sujet, mais si on parle de première génération de poètes, j'ai l'impression qu'elle reste beaucoup sur quelque chose de traditionnel, de ce qu'on attend finalement d'une poésie ethnoculturelle, alors que les hommes prennent un peu plus le contre-pied et innovent davantage, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être lié au rôle de genre, dans ce cas-là. Je vais prendre les 2 dernières questions, là, les mains de blé que j'avais vues, et puis après on prendra une pause avant la table ronde. Oui, merci pour votre intervention. Je voudrais juste que vous précisiez, moi j'ai mal compris, la langue mapuche, vous parlez de la poésie de l'arbre. La langue de l'arbre, c'est... La langue de l'arbre, pardon. Oui. C'est... Est-ce que vous pouvez préciser? C'est Adriana Paredes Pinda qui considère, qui surnomme le Mapudungun la langue de l'arbre. Elle va aussi la surnommer la langue Wekoufe, donc cet esprit malin mapuche, pour parler du castillan cette fois-ci. Elle va parler de la langue paria, cette espèce justement de mélange entre le Mapudungun et le castillan. En fait, elle surnomme les langues, ou en tout cas les espaces linguistiques intermédiaires qu'elle maîtrise ou non. Elle les surnomme, et donc la langue arbre, ici, c'est une façon de parler du Mapudungun. Oui, c'est une image qui n'est pas répandue en dehors de la poésie de Adriana Paredes Pinda. C'est lié en fait à la formation de Mapudungun, qui signifie littéralement la langue de la terre. Et donc elle a changé ça en une autre image qui est la langue de l'arbre. Ça appartient à la poète. Disons que ce n'est pas un surnom du Mapudungun qui est popularisé au sein des Mapuche. C'est ça. Et c'est moi la dernière question. C'était très intéressant de t'écouter, Alexia. Et je pense que pour moi, en tout cas, les 2 questions obligées étaient la question du genre, que tu as plus ou moins abordé dans la dernière intervention.
Et l'autre, c'était aussi sur le genre, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire poétique. Est-ce qu'il y a une réflexion dans ton corpus ou dans tes interviews, dans toute ta recherche sur le genre poétique? Pourquoi écrire de la poésie au lieu de, je sais pas, de récits narratifs, théâtre ou autre genre qu'on ne connaîtrait pas dans les côtés ou dans le monde occidental, par exemple? Je ne sais pas s'il y a d'autres modes de l'énonciation qui passent pas comme poétique ou d'autres, parce qu'après j'ai l'impression que toutes les langues autochtones font de la poésie ou parlent qu'en poésie, alors que par exemple en français, ils font du Messier Jourdan et parlent qu'en prose. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose là aussi, une réflexion sur les genres. Merci. Alors oui, j'ai travaillé cet aspect. Je pense que comme dans beaucoup, je ne veux pas faire de généralité, mais dans beaucoup de littératures autochtones, ce sont des littératures qui sont basées aussi sur la littérature orale, souvent sur des chants, et donc la poésie est extrêmement liée aux chants. En espagnol, dans la culture mapuche, il y a ce qu'on appelle les hull, donc les chants. On a les épéous, donc les contes, et on a les nutram, qui là seraient un peu comme de la prose. Mais en tout cas, la poésie mapuche, des femmes ou des hommes, a un lien tout particulier avec l'oralité. Ilukuala Chihuailaf caractérise même la poésie mapuche de oraliture. Et donc c'est en ça que la poésie est majoritaire chez les Mapuche, c'est qu'il y a un fort lien à la littérature orale. Et même quand on demande, tu parlais des interviews, quand on demande directement aux poètes mapuche, aux femmes, pourquoi la poésie? Pourquoi pas le théâtre? Elle me dit, bah, ça m'est venu directement. Genre, je ne l'explique pas, ça me vient, c'est ce qui me paraît le plus naturel. Et quand on cherche, on se rend compte qu'effectivement, il y a des forts parallèles avec la littérature orale et la construction des houls, par exemple, dans la poésie de certaines poètes plus traditionnelles. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est lié, je pense que c'est lié avec la littérature orale et les chants soit qui est transmise de façon intergénérationnelle, ou alors au sein de la communauté. On va juste lire une version originale, on va dire, si ça existe, et la dernière version de la création, du mythe de la création. Et ce que je veux dire, c'est la toute première version en guarani qu'on a recueillie de ces textes, publiée en 1914. Et Cécilia va nous lire la version que nous avons traduite de comment ce texte a voyagé. Donc, Nyanderu busu ou petein, petung apetepu, anyoy ujekwa. Bopu reko upu, ojoguero a, petung apetepu. Nyanderu busu, oguereko potiare parai. Aepu ogueru, urajo asa reko upu, omoi nyandero waikotu, opuruniano. Onyepuruma ubu. Con al ura yoasa reko oputavo iteri ubu utano. Omboatama nyamo ubu uta ubu oama upeagui oguera u. Un tonnerre silencieux le précédait. L'obscurité couvrait les chemins, mais sa main droite étincelante écartait les ténèbres, s'approchant avec un soleil sur la poitrine. C'est beaucoup plus court. Inkaba e tikin otel. Chilchi uchichial. Uchachaal tumenut ay makob. Tsokin piti kunok el inkaba. Hebi shupot ikubakan tushla sol. Bantem matanuyal al shkak bachti Letie sukushim balbul akaw. Sukubuli ku winkil. Sukubali ku suutal.
Sukutupkuba ich ekotjenil tumem ektikusaasil. Tumen letie sakkichpam shbabal. Ink avae cha takanti palal. Ink avae tatak chat an tumem pek. Behlae minan ink ava. Tene alushin tanin so tikutsotselu poliama. Un essai de traduction en français. Mon nom, peau desséchée, mordue de bouche en bouche, mastiquée par les crocs de l'homme. J'ai débarrassé mon nom de ses habits comme le serpent se défait de sa vieille peau. Pourquoi n'appelle-t-on pas la lune putain? Elle, qui se promène de nuit, qui noie son corps, qui voile sa honte, qui se fond dans l'obscurité parce qu'elle a fini par haïr sa clarté. C'est parce qu'elle est une belle et blanche vermine. Mon nom, une gomme à mâcher que l'on cache aux enfants. Mon nom, piétiné par la haine. Aujourd'hui, je n'ai plus de nom. Je suis un lutin ébouriffant la chevelure de l'amour.